L'administration belge d'Afrique comptait en 1960 10 000 fonctionnaires et agents, dont un quart d'universitaires, encadrant tous les services de la colonie. À côté de l'agriculture, de l'enseignement, du service médical, de la force publique, de la justice et des travaux publics, le service territorial était assumé par un peu moins de 2000 d'entre eux, assistés d'auxiliaires autochtones pour un territoire grand comme 80 fois la Belgique. Par l'étendue et la diversité de leurs responsabilités, les administrateurs territoriaux ont joué un rôle primordial dans la poursuite d'une politique de développement durable. Mémoire du Congo a voulu recueillir, avant qu'ils ne se perdent, les souvenirs des derniers témoins de cette époque. Ce qui m'a fait éclore ma vocation, c'est tout simplement la lecture d'une brochure qui m'est un jour tombée sous les mains alors que j'étais encore aux humanités et qui décrivait la vie du territorial avec tout ce que cela avait de sens des responsabilités, de sens de la débrouillardise, de sens de l'initiative, du sens de l'apport de quelque chose, d'un mieux-être pour les populations noires. Que pouvais-je faire de mieux si ce n'est me diriger vers l'établissement scolaire supérieur qui formait justement à cette fonction, c'est-à-dire l'université coloniale. Pourquoi l'université coloniale? Parce que, bon, on était jeunes, on avait un idéal, on avait entendu parler, et moi particulièrement, j'avais entendu parler du Congo par un ancien qui avait été là-bas, qui avait pris sa retraite dans ma ville de Mazeic et qui parlait beaucoup, ce qui nous a donné l'idée d'aller voir également. Puis on aimait bien l'aventure. Et je dois dire qu'on se préoccupait très peu de savoir est-ce que la vie est difficile, est-ce qu'on gagne bien sa vie. Non, c'était l'aventure qu'on cherchait. Et peut-être quand même aussi un peu l'idéal de faire quelque chose pour les autres. Je me souviens qu'à l'université coloniale, le recteur Norbert Laude avait l'habitude de dire « vous avez une mission sacrée de civilisation ». Et on y croyait vraiment. Partir en Afrique dans les années 50 ne s'apparentait plus à une expédition réservée à des aventuriers ou des pionniers comme c'était l'opinion que pas mal avaient en Belgique dans les années qui précédaient. Mais c'était quand même un saut relatif dans l'inconnu. Nous, les universitaires ordinaires, nous devions passer un concours au terme duquel nous suivions un cours à l'école annexe à l'école coloniale de 4 mois, 4-5 mois, après lequel nous étions considérés comme aptes à partir. Et ce cours, en fait, était la première idée de la multiplicité de ce qu'allaient être les activités d'un administrateur de territoire. 2 camarades et moi, nous étions désignés pour Léopoldville. Alors c'était presque une catastrophe pour nous autres parce que nous avions été formés pendant les 4 ans d'université, surtout pour aller travailler en brousse. Léopoldville, c'était d'abord un district. Donc c'était déjà un étage supérieur dans la hiérarchie, dans lequel il y avait 2 sections, 2 services qu'on appelait le service de la population blanche et le service de la population noire. 3 personnes qui s'occupaient uniquement du tribunal de territoire. Donc le tribunal civil pour les affaires civiles des Africains. Nous avions également un service qui s'occupait de la main-d'œuvre, comme on disait, c'est-à-dire chargé de régler tous les litiges qui se passaient au niveau des entreprises. Et il y en avait évidemment à Léopoldville. En gros, c'était surtout de se sentir proche de la population pour sentir la mentalité, surtout l'état d'esprit qui régnait de la population. Je suis là depuis une quinzaine de jours, on m'apprend que des policiers sont allés envoyer des convocations dans un village voisin et qu'on les a rabroués. Je ne connais pas la langue quand j'arrive là-bas, je parle le français et donc on doit traduire tout ce que je raconte.
pour des populations à l'intérieur qui, elles, ont quelques bribes de français, mais enfin, qui, en ensemble, ne peuvent pas entretenir une conversation en cette langue. Et donc, j'arrive à cette première conclusion, c'est qu'il faut tout de suite me mettre à apprendre la langue. De ses occupations principales, le soir, après son travail, c'était d'apprendre le kiaka, qui est une langue très proche du kikongo. Donc il apprenait cette langue jour après jour. Il l'apprenait aussi en allant autour des feux discuter des devinettes, des proverbes et de tout ce que les Africains disaient. On nous faisait choisir une langue et vous aviez une chance sur 3 de taper juste. Moi j'ai tapé à côté, j'ai pris le Tsiluba et puis j'ai été envoyé dans une région swahili. Vous partiez à la territoriale, le Congo était 80 fois la Belgique, et vous saviez que vous alliez quelque part au Congo. Inutile de vous dire que quand vous racontiez à votre belle-mère que vous emmeniez sa fille au Congo et qu'elle vous demandait où, et que vous disiez « je n'en ai aucune idée », ça ne faisait pas très sérieux. On devait se présenter en grand uniforme chez le gouverneur. Alors il m'a dit, voilà, il y a 2 postes qui sont libres. Il y a un poste à Inongo et un poste à Kikwit. Lequel prendrez-vous? Je dis, je prends Inongo. Il s'étonne. Je dis, je sais que le territoire du lac Léopold II n'a pas bonne réputation au point de vue salubrité, qu'il a la réputation d'être le cimetière des Blancs. Mais enfin, mon ami qui doit me rejoindre, donc, lui est marié. Et je lui laisse le poste, donc, de Kikwit. Alors, il m'a dit, bon, c'est très bien votre geste, n'est-ce pas? Mais seulement, il me faudra promettre 2 choses. D'abord, que vous vous adonnerez pas à l'alcool. Et en second lieu, que vous ne prendrez pas de femmes indigènes. J'étais envoyé à Astrida, actuellement Boutaré, et mon administrateur territoire a dit comme formation, au départ, pratique, pour connaître la base, il faut aller sur les collines. Au Rwanda, il faut savoir, il n'y a pas de village, c'est une population très dispersée. Le gouverneur Pétillon disait « soulevez 2 feuilles de bananier et vous verrez une habitation ». Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup circuler pour voir les gens. Et donc, on m'avait assigné comme travail d'initiation de découper, donc de piqueter 1 hectare de terre, 1 hectare, 100 mètres sur 100 mètres, et à l'intérieur de cet hectare, faire l'inventaire complet de tout ce qui existe, aussi bien matériel que animal que humain. Kibambi est un poste détaché dans le territoire de Madimba, à l'est, et là, le chef de poste, que je dois reprendre, lui est très pressé de partir. Nous avons 2 jours de reprise-remise, et me voilà seul, à 100 km du territoire, à un endroit où je n'avais ni téléphone, ni radio, ni courrier tous les jours, ni véhicule, ni personne pour me dire ce que j'avais à faire, sauf le commis de l'administration et l'assistant agricole, avec lequel je commence à voir un petit peu ce qu'il y a comme problème. L'administrateur territorial, assistant, qui n'était pas chef de poste ou comptable, était astreint à des tournées en brousse qui devaient donc compter 20 jours ouvrables par mois. Ce qui est énorme, parce que ça faisait pratiquement 4 ou 5 jours par semaine, et on rentrait au poste le vendredi ou le samedi pour faire ses rapports. Et dans le territoire de Rutshuru, où j'étais, il y avait notamment aux confins avec l'Ouganda, toute une série de régions qu'on ne pouvait atteindre que par des pistes. Et alors c'était l'utilisation du tipoi. Le tipoi qui était une chaise à porteur, et il y avait donc 2 porteurs devant, 2 derrière, ils s'échangeaient, et on partait. Souvent avec toute la famille. Ma femme suivait. Les bébés, quand ils étaient plus jeunes, on accrochait le berceau, ou on l'accrochait sur sur un bambou, un grand bambou, et 2 porteurs suivaient. Quand le linge n'avait pas eu le temps de sécher, il y avait également un porteur avec un poteau, le fil, tout le linge, et un autre porteur derrière.
Quand on arrivait à un village, c'était une véritable ovation. Les Rwandais étaient très fiers de porter l'Européen, ou le chef indigène. Aussi, ils se disputaient pour pouvoir le porter. Donc, ils préféraient porter le chef, ou l'administrateur, ou l'agent territorial, plutôt que les mâles qui les accompagnaient. En outre, je partais avec un karani. Qu'est-ce que c'était un karani? C'était un secrétaire indigène qui était affecté à chaque administrateur pour lui permettre d'être interprète, parler la langue du pays, et également dans tous les contacts avec les Rwandais qu'on rencontrait. On passait dans du marécage, il fallait patauger dans l'eau. Jusqu'à 11 heures de marche pour arriver d'un village à l'autre. Et les indigènes m'avaient appris à jouer du tam-tam. Si bien qu'il y avait un tam-tam dans tous les villages pour propager les nouvelles du pays. Au début, ils annonçaient, voilà, là, thé va vous arriver. Alors après, bon, je continuais et il m'avait dit, voilà, vous tapez à tel endroit, vous, pam, 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 et vous pourrez annoncer vous-même votre arrivée. Pierre m'avait dit, tu sais, la vie en brousse, la vie en voyage, c'est pas tellement drôle. Je dis, tu sais, la vie pour moi toute seule ici, c'est pas tellement drôle non plus. Donc je serais très heureuse de voyager avec toi. Et d'ailleurs, le temps passait plus vite une fois qu'on partait. Mais quand on partait, c'était évidemment la grande aventure. Parce qu'il fallait charger dans le camion non seulement tout le matériel pour dormir, etc. Nous autres, nous dormions sur des malles-lits. Si vous vous souvenez, on ouvrait ça comme un accordéon, il y avait une toile et puis un tout petit matelas en raffia qui était vraiment fort, fort mince. Et nous avions donc, pour partir, pris tout ce qu'il faut, une malle cantine, une malle archive, une malle lit, une malle... qu'est-ce qu'il y a encore? Malle chop. Donc tout ce qu'il fallait pour occuper un gîte. C'est la frontière de l'Ouganda. Et là, le douanier était rentré en congé et il manquait de douanier. Donc pendant 10 jours, j'ai dû faire le douanier. À un moment donné, ma femme a des fièvres terribles. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis à 70 km du premier Européen. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai une voiture qu'un an après mon arrivée. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télégraphe, rien du tout. Et un des agents rwandais de la douane est allé de l'autre côté de la frontière, a ramené un infirmier ougandais. Ma femme avait la malaria, et sans ça, j'étais veuf. Quand vous étiez malade, que vous aviez une malaria en brousse, est-ce qu'on peut oublier ça? Que là, votre Christo, comme une mère, vous soignait. Vous étiez en train de trembler sous votre malaria, et lui, il montait la garde à l'extérieur pour empêcher, non, parce que les gens venaient vous voir pour n'importe quoi, qu'ils empêchaient, hein. C'est ça, ce sont les souvenirs. Arrivé à Moulolwa, après un jour ou deux, on a constaté que le pain moisissait. On grattait le pain. Le troisième jour, il moisissait de nouveau. On grillait le pain. Mais la leçon était bien apprise car le safari suivant, mon épouse n'emportait plus de pain, elle emportait de la farine. Et lorsqu'on trouvait dans un village, le gîte où il fallait s'arrêter, on fabriquait un four, simplement en plaçant des moellons de grosses pierres en cercle. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces cuisiniers qui aidaient de quelques pierres et une plaque de fer, vous faisiez du pain, vous faisiez même des tartes, etc. Le dimanche, ils faisaient des pistolets. Nous avons donc énormément voyagé, non seulement sur nos routes, mais en baleinière aussi. Tout à coup, il y avait une panne, alors le chauffeur, qui n'était pas nécessairement un grand mécanicien, chipotait pendant un quart d'heure et on sentait qu'on se laissait aller au fil de l'eau. Ce n'était pas tellement rassurant, surtout quand vous voyez qu'à ce moment-là, il était déjà 5h30 et qu'une demi-heure après, vous seriez dans le noir. On voyageait de gîte en gîte. Et les gîtes, c'était les gîtes d'étape. C'était en fait des cases, des cases plus grandes que celles que les Congolais construisaient pour eux-mêmes.
Et le boy était là avec le grand sourire pour nous accueillir. Ils avaient mis un bouquet de fleurs indigènes sur la table. Il avait bien nettoyé les pièces. Et la salle de bain, ils avaient oublié de regarder là. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la baignoire? Un immense rat mort en train de pourrir. Donc ça, il n'avait pas... Alors vous vous rendez compte, elle avait 19 ans, ma femme, la jeune Hollandaise, n'est-ce pas déjà? Bon, c'était la maison. Enfin, tout ça, on était jeunes, n'est-ce pas? Dans chaque village important, il y avait un gîte d'étape qui permettait à l'administrateur, à ses assistants, aux agronomes, à l'agent sanitaire qui allait aussi de village en village pour faire le recensement médical, n'est-ce pas? Tout le village défilait quand un assistant médical faisait sa tournée et tout le monde devait se présenter avec un excrément pour voir s'il y avait de la verminose. Et les Noirs enroulaient ça soigneusement dans une feuille de banane. Ils mettaient ça comme ça derrière leur oreille. Tout ça se passait très proprement, très gentil. Quand je regarde mon premier ordre de mission, l'administrateur me dit, je vous déplacerai avec vous pendant les premiers jours du mois, et puis, voilà ce que vous allez faire. Recensement complet de la chefferie, recensement de la population flottante, recensement des fusils à piston, perception de la taxe sur les vélocipèdes, contrôle des centres commerciaux, hygiène des villages, propagande pour la construction de maisons en briques, plantation de haies, abris pour petit bétail, propagande agricole dans tous les villages, une visite des champs accompagnée du moniteur agricole s'impose, vérifier l'existence de greniers à coton, contrôler l'engrangement des semences, et puis alors, sondage pour déterminer la présence en vue de la construction d'un puits, et puis là c'était l'astuce vicieuse de mon administrateur, j'ai fait 58 km de levée d'itinéraire, donc en 5 jours, avec la boussole, la corde pour mesurer la route, etc., c'était pas triste. Mais enfin, c'était une bonne entrée en matière, ça vous mettait d'autre part directement en contact avec des Congolais qui travaillaient avec vous, et c'était un élément extrêmement important que pour eux, vous apparaissiez comme mettant la main à la pâte. Nous gérions le Congo en utilisant au maximum la structure coutumière, en soutenant au maximum les institutions tribales et en s'appuyant sur le chef, son conseil des notables, son tribunal indigène pour tout ce qui pouvait être de sa compétence. Nous avions trouvé des autorités indigènes établies, une organisation qui existait, les chefs, les sous-chefs, les chefs, il y avait les juges de chefferie, il y avait même des bilongosi qui étaient un peu surveillants de collines, puisque le Rwanda est un pays de collines et pas de villages. Et tout ça était fort bien ordonné, je dirais. L'administrateur s'occupait du contrôle des chefferies, ce qui voulait dire tout cet aspect budgétaire, cadre, police, etc. Mais surtout de déterminer, avec l'appui du chef et de ses notables, le dossier politique de la chefferie pour voir comment se ferait la succession du chef le jour où il disparaîtrait. Il y avait énormément de conflits de terre entre Africains, entre clans et entre villages sur la possession de la terre dans le Bas-Congo. Il a été de secteur en secteur, de village en village, pour faire le relevé des conflits. On cherchait la protection des travailleurs également, peut-être plus qu'on ne le ferait ici en Belgique. C'était régulier, on passait chez les entrepreneurs et on vérifiait chaque fois leur registre de main-d'œuvre, voir si tous les travailleurs étaient bien inscrits, s'ils appliquaient convenablement le règlement de travail, si la régularité des paiements de salaire et du pot chaud était bonne, en les entendant, en les écoutant et en tranchant dans le sens de la justice.
Nous étions vraiment très perfectionnistes jusque dans le détail. Ils savaient très bien que l'administrateur qui venait là, qui se déplaçait, ce n'était pas pour faire du tourisme, mais pour voir si tout était en ordre. C'est-à-dire voir si les cases étaient propres, si les fameux lazarettes, les fameux WC, étaient bien à la distance réglementaire des cases et si tout cela était conforme au règlement. On a créé une coopérative. La coopérative a aussi acheté des tracteurs. Alors on a calculé le rendement, il fallait discuter avec les paysans parce qu'ils devaient payer le labour. Et ça. Le lendemain, j'avais une délégation de femmes. Et les femmes me disent, tu sais, Boana, nos maris n'ont pas envie de payer. Bien sûr, ils ont envie de garder l'argent pour eux. Mais qui est-ce qui va faire, là? Qui est-ce qui va labourer le champ? C'est nous. Hein? Eh bien, ne vous en faites pas. Les tracteurs peuvent venir, je vous assure. Ils vont payer. Ils ont payé. Parce que leur femme avait décidé que ça valait la peine. Mon mari, parlant parfaitement le Kiaka et le Kikongo, donc à l'époque, il a été affecté d'abord au problème du kibanguisme, en vue de permettre à la secte d'avoir une autorisation légale, et donc d'abandonner leur xénophobie ou leurs excès, et donc de devenir une église traditionnelle. Lors d'une de ces réunions de secteur, ils sont là donc 150, 200 autour de moi à débattre des problèmes qu'ils avaient à débattre. Une des premières questions qu'on me pose, l'État n'aime pas la polygamie, vous faites payer, c'est encore avant le décret où on interdisait la polygamie, donc à ce moment-là, elle était admise, et on faisait payer un impôt supplémentaire aux polygames. Et alors j'ai eu une illumination, je ne sais pas très bien comment ça m'est venu, mais enfin de temps en temps ça arrive. J'ai demandé à l'un qui posait la question, je dis, combien d'enfants naissent dans ton village tous les ans? Une centaine. Combien de garçons, combien de filles? À peu près la même chose. Un autre, je pose 3-4 dans la question. La même réponse, le nombre de garçons est égal au nombre de filles. Alors j'avais la réponse. J'ai dit, et vous voudriez que chacun de ces garçons ne trouve pas une fille pour se marier et pour fonder une famille? S'il y a l'un qui en prend 5 et l'autre qui en prend 3, il y en a tout autant, il y en a 8 qui n'en auront pas. Alors comment voulez-vous expliquer que chacun ait droit à une vie de famille? Je dois dire que ça a été la réponse qui a clos le bec à toute cette discussion, parce que là, il n'y avait vraiment rien à répondre. Le Mohamed Désé était quelqu'un qui on donnait évidemment couramment la main et qu'on invitait chez soi. Et chose curieuse pour vous dire, la symbiose et la bonne entente qu'il y avait là, j'ai donc 4 enfants qui sont nés sur le territoire de sa chefferie. Eh bien, il me faisait remarquer que c'était des Banyaboucha, parce qu'ils étaient nés sur son territoire. Il dit, ils me doivent le respect. Il se fait que la veille d'une réunion, j'avais appris que l'un des sous-chefs était décédé. Accident ou maladie, je ne sais pas. Il était mort. Et au moment de réunir tout le monde, je vois, c'était dans le seul local qui était le tribunal coutumier. Je me dis, arrêtons-nous un instant, mettons-nous debout et prenons une minute de silence en mémoire de notre sous-chef X qui est décédé avant-hier. Puis on s'est assis, c'est tout. Ce n'était pas eux qui s'intégraient à nous, c'est nous qui les étions intégrés à eux. Nous vivions avec eux à 100%. À 100%. Comme ma femme était au village seule, enceinte, il n'y avait pas un soldat, pas un policier qui était auprès d'elle pour veiller. Il n'y avait même pas de porte, je vous l'ai dit. C'est le chef du village qui arrivait le matin pour voir si tout allait bien. Et ma femme dit toujours qu'elle était chaque fois surprise parce qu'ils arrivaient bien nus, tout doucement. Les enfants étaient arrivés, tout d'un coup, il était là. Bon, enfin, ben. J'avais créé un cercle qui s'appelait La Fraternelle. Et c'est au cercle, donc, le cercle qui organise la bienvenue pour ma femme. Le sous-chef local prend la parole pour souhaiter la bienvenue pour ma femme. Alors il s'adresse à ma femme, bienvenue. Et d'ailleurs, vous savez, votre mari qui était ici avant, on l'aimait beaucoup. D'ailleurs, il y a pas mal de petits Jaspers ici dans le territoire. Alors, bon, moi j'ai arrêté, je dis, écoute, explique quand même, parce que là, là il expliquait, il dit, mais écoutez, quand on aimait bien un blanc et sur la colline, et au moment où il passait
un gosse était né, eh bien, en général, on pouvait lui donner le nom de l'Européen puisqu'il était là à ce moment-là. Alors, bon, j'ai dit, voilà, bon, maintenant, tu comprends, oui, mais il fallait quand même expliquer, n'est-ce pas? Quand, en juin 60, on vient me conseiller de renvoyer mon épouse et les enfants en Belgique, il n'y a pas un Européen qui vient avec nous à l'avion, et nous avons une foule de la famille de la Mwamikazi, elle en tête, etc. Toute la famille est là, en pleurant et en insistant qu'on revienne. Dans le même territoire de Kabalo, j'avais aussi le nom de Bwana Kasebo. Kasebo, le Kasebo, c'est un petit oiseau, un genre troglodyte comme ça, qui, quand son nid est menacé, qui s'en va en faisant chi-chi-chi, pour le noyer le danger. Ça, c'était le beau côté de l'histoire, parce que ce qu'il voulait dire aussi, en somme, c'est que Paul Renders, en l'occurrence, répétait souvent ce qu'il avait à dire. Je me répétais pour être sûr qu'ils avaient bien compris, je répétais. Dans le signalement, il était prévu comportement avec les indigènes, les autochtones. Et ça avait autant de valeur que vos aptitudes professionnelles ou autres. Si vous étiez mal vu des Congolais, vous aviez d'abord la mission qui faisait pression, hein, et il y avait une rumeur autour de vous. Si vous oubliez de payer la poule ou les œufs que le chef vous avait apportés, on le savait, hein, le tam-tam. Et tu rentres au port, tu dis, tiens, tu ne payes pas ta poule, toi. Tu ne payes pas tes œufs. C'était presque un blâme. J'ai eu une grande joie dans cette première partie de ma vie coloniale, c'est de voir s'ouvrir une région à ce qu'on appelait la civilisation, le progrès, le développement, la prospérité. Il existait un régime, je crois que d'autres en ont déjà parlé, un régime de cultures imposées, c'est-à-dire que dans l'intérêt des populations, pour qu'ils ne meurent pas de faim, pour qu'ils aient des semences pour la récolte suivante, les cultures suivantes, on les obligeait effectivement à faire quelques cultures. Pour eux, des arachides, des patates douces, du manioc, hein, des haricots, c'était vraiment dans leur intérêt aux Africains et pas pour en faire de l'exportation ou pour que des colons éventuellement ou des commerçants européens s'enrichissent. Cette culture industrielle n'était qu'une petite partie du cycle culturel et qu'elle avait même l'avantage d'amener les cultivateurs à faire des parcelles plus grandes, c'est-à-dire à se constituer des réserves alimentaires plus importantes. Il se trouvait toujours, à n'importe quel endroit du Congo, un colon, une entreprise, une mine, une société qui était avide d'acheter des vivres pour sa main-d'œuvre, puisque la législation obligeait tous les employeurs à donner les rations en nature. Quand vous vous trouviez à 20, 30, 40 kilomètres d'une route, qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous ne pouviez pas bouffer des arachides et bouffer des haricots plus que vous n'en aviez pour votre consommation et celle de votre famille. Alors, c'était assez choquant de voir ceux qui étaient en bord d'une route exercer, faire leurs cultures imposées, le faire convenablement et prospérer. Ils ne s'enrichissaient pas, mais enfin, ils vivaient bien avec le revenu de leur production. Et ces pauvres types à l'intérieur, moi j'étais obligé de leur envoyer des policiers, on mesurait toutes les parcelles, et tous ceux qui n'avaient pas fait leurs parcelles craquent dedans, amende et parfois prison quand ils étaient récidivistes. Et lors d'un conseil de chefferie, je dis, et si on changeait ça? Et si on essayait de rendre les régions accessibles? Quand je leur ai dit, mais vous savez, la route, on va la faire, vous êtes d'accord? Mais j'ai pas d'argent pour la faire. Hein? Murmure. Et je dis, mais si vous la faites, moi je vous ferai le tracé, moi je vous aiderai à la construire, et quand la route sera faite, je vous garantis que les commerçants, on va faire un marché, et les commerçants viendront acheter vos produits. Quelques semaines après, le nombre de travailleurs que j'avais demandé sont là. 6 mois plus tard, j'ai eu le plaisir d'inaugurer cette route avec les chefs qui étaient dans mon pick-up derrière, en turbané et tout fiers de leur inauguration avec moi.
Et on a parcouru cette route sans que les ponts ne s'effondrent. Et on est arrivé au terminus, où déjà le chef local avait préparé un lupangu, c'est-à-dire un petit endroit clôturé pour que le marché puisse se tenir. À l'époque surtout, le café était rentable, qui permettait de planter autour de la case une parcelle, disons, de 20-30 arts de caféiers, pour lequel j'ai créé des coopératives. Et je me vois encore en route pour la banque de Bougna, pour aller discuter le bout de gras avec le directeur de la banque et lui dire, vous savez, monsieur le directeur, je veux créer des coopératives, mais j'ai pas de sous. Hein. Alors, moi, je voudrais bien emprunter des sous pour pouvoir donner une avance aux Congolais, leur faire confiance, en leur donnant quelque chose au moment de la livraison, d'acheter des sacs pour mettre le café dedans, d'acheter de ces machines qu'on appelle des dépulpeuses pour enlever la chair de la cerise du café. Eh bien, croyez-moi, le directeur de la banque m'a dit, ça n'a pas duré, allez, disons, ça a duré 10 minutes. Et il a dit, d'accord, je vous donne 12 millions. Nous avons, à la première année, nous avons acheté 4000 kilos de café. C'était la première année. La deuxième année, on en a acheté, je crois, 10 000, je crois. Et la troisième année, je crois qu'on en a acheté 30 ou 40 000. J'avais un ingénieur agronome avec moi dans ce poste qui, lui, avait dans ses cartons quelques projets. Il en avait notamment celui de créer un cheptel bovin. À cet effet, il acheta un taureau et une vache, et on fit un beau crâne et on enferma ces bêtes là-dedans. Mais malheureusement, les seuls qui ont pu profiter de ce premier couple, ce furent les lions, bien sûr. Alors on a cherché et on a trouvé dans ces cartons encore la sériciculture. Il avait fait un projet d'élevage de vers à soie en se disant ben, c'est très peu de choses, mais ça paye cher. Bon, mais tout ça marchait fort bien, la magnanerie était très bien, les mûriers donnaient très bien, et les vers à soie ont bien mangé, constitué leur cocon, et c'est ici que commence une nouvelle aventure. Lorsqu'il s'agissait de tuer les cocons, ou le ver à soie dans le cocon, malheureusement, ce ne fut pas de l'eau chaude, mais de l'eau bouillante que l'on utilisa, et le résultat, on peut le deviner, c'est que les cocons sont morts à l'intérieur, ce n'est peut-être pas grave, mais c'est que le cocon lui-même, la soie, a été brûlée. Toute l'histoire du territoire de Congolo sera placée sous le signe du coton. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le lancement des paysanats. Tout d'abord l'État, avec l'équipe de territoriaux et d'agronomes, qui exécutent les enquêtes politico-foncières pour déterminer la meilleure terre et pour emporter l'adhésion des paysans. Parce que tout se fait sur une base volontaire, bien entendu. Il n'est plus question des fameux TOE, les travaux d'ordre économique, les 40 arts, tout fini tout ça. Maintenant, les Noirs marchent avec nous, ils ont compris qu'ils allaient améliorer leur sort, qu'après l'économique, on ferait du social, parce qu'il ne faut jamais faire l'inverse. Et donc, il subsistait une belle part de bénéfices pour améliorer leur intérieur, pour acheter des tôles. La régie des eaux s'en est mêlée, il y a eu de l'adduction d'eau à l'intérieur des terres, on a construit des puits. Donc, le paysage changeait vraiment. On avait trouvé une formule qui convenait parfaitement aux cultivateurs noirs. Inutile de parler de grands développements, de grandes idées sur une base qui est fragile lorsque les gens ont faim. Je l'ai vu d'ailleurs dans ma carrière, des gens qui ne mangent qu'une fois par jour n'ont pas de rendement une fois qu'on arrive au milieu de la journée. Il y avait des marchés café. Alors le marché café, c'est un spectacle. Ils ont lieu périodiquement, c'est la plus grande ressource du pays, et des centaines de femmes viennent, surtout femmes, avec des paniers portant le café sur leur tête. Et tout ça se présente dans un endroit très dégagé, et les commerçants sont là, commerçants hindous, commerçants européens. Et alors c'est la grande foire, parce que chaque commerçant
crient « Venez, venez, venez chez moi ». Je trouvais ça vraiment très ennuyeux et j'ai réussi à les convaincre de faire un consortium. Que moi j'ai les balances, qui me prêtent des sacs de café et je fais la pesée avec quelques assistants africains. Et chacun reçoit un petit papier avec le poids que nous avions pesé et va alors chez le commerçant qui désire. Ça marchait comme sur des roulettes. J'avais tracé une route qui allait à Kalengue, de Kibula à Kalengue. C'était une route à travers forêt, la forêt assez dense, qui menait à un village tout à fait isolé. Et les villageois m'avaient demandé de pouvoir avoir une route pour qu'on aille les ravitailler et chercher leur coton et leurs arachides. On m'a un jour amené un compresseur. Je vous jure que c'est la stricte vérité. Un compresseur, un marteau-pic, une caisse de dynamite, et on m'a dit, voilà, ça c'est pour les rochers, vous allez les faire sauter. Et j'ai fait sauter les rochers. C'est pour vous dire que l'agent territorial, c'était la bonne à tout faire. Il faisait de tout, des routes, des constructions, on nous demandait n'importe quoi. Au moment où on arrive de l'autre côté du pont, voilà, j'entends un craquement derrière, le chauffeur a un bon réflexe, il pousse sur l'accélérateur, le camion avance et le pont craque derrière et les poutres en craquant font une cale à l'arrière des pneus, le camion ne tombe pas à la renverse. Et alors j'apprends que c'est à moi qu'il appartient évidemment de refaire le pont. Je n'ai jamais appris ça, je suis docteur en droit, je n'ai pas beaucoup de notions en la matière. Et pendant toute une journée, les gens se sont déployés avec l'un ou l'autre qui connaissait quand même un petit peu en la matière, qui se sont alors organisés pour aller couper des arbres. La rivière avait à peu près 4 mètres de large. Le pont est refait, on peut repartir. Elle me dit, mais moi je ne conduis pas. Il avait pris une telle frousse lors de l'accident qu'il ne voulait plus reprendre le volant. À ce moment-là, la débrouille doit jouer et qu'il faut prendre alors soi-même le volant, montrer que ce pont est bien fait et repasser au mieux des vivats de tout le monde. J'avais le charroi du territoire qui représentait certainement 7-8 véhicules. Et il fallait pour ce charroi faire les prévisions de consommation, faire venir de l'huile, et le problème des pièces de rechange, par exemple, on avait ce qu'on appelle les parsbooks, et j'ai appris à user un parsbook parce que quand vous commandiez à Élisabethville, à 700 km, une pièce qui vous arrivait, il y avait un avion par semaine, qui vous arrivait la semaine suivante, il s'agissait de ne pas se tromper de numéro, sinon votre camion était encore immobilisé 8 jours de plus. Bien sûr, étudier une route, ça paraît n'être que le travail d'un géomètre. Étudier un nouveau tracé, mais on le faisait sans géomètre, on le faisait avec des moyens du bord, hein, une planche délimitée par 10 cm et une lunette pour viser ces graduations. C'était un bambou au travers duquel on avait mis un réticule, je crois, hein, mais fait avec les moyens du bord. Donc ça se faisait avec des moyens très... Et le décamètre, c'est une corde de 10 mètres. Hein. Mais on arrivait comme ça à ce que des gens, même analphabètes, savaient étudier un tracé routier et il avait comme règle de ne pas dépasser une pente de 5%, parce que plus que 5% facilitait le ravinement par les eaux et détruisait, compliquait l'entretien de la future route. Finalement, à la fin de la période coloniale, on était parvenu à construire 1000 km de route en territoire de Congolo, qui n'est pas plus grand que la Flandre, dont 250 km de routes d'intérêt général, les RIL et les RIG,
Et le fameux tronçon d'intérêt général faisait partie de la grande dorsale, le Cap, le Caire. On voyait parfois passer des touristes qui se rendaient tout simplement vers le nord, vers le sud. C'était la Pax Belgica, on voyageait sans problème. Et on avait d'ailleurs un excellent guide du Congo et du Rwanda-Burundi. Et grâce aussi aux revenus accrus, au territoire, on avait pris l'initiative de remplacer tous les ouvrages en bois sur les routes par des ouvrages en dur. Et là, je rends hommage à Brugeoise des Nivelles, qui avait conçu un pont métallique pour l'Afrique, porté de 8 à 12 mètres. Et ça, c'était une de mes marottes. J'adorais disparaître en brousse avec mon mécano, avec des artisans qu'on avait formés, avec des vieux crics de voitures. Hein, on maçonnait deux culées, parfois une pile au milieu, et on montait notre mécano avec ce platelage en dur. Et là, il faut dire que ces gens avaient un courage fou. C'était donc des gens qui venaient de la ville, des ouvriers ou des boys, etc. Eh bien, ces gens venaient, après les heures de travail, le samedi et le dimanche, et je me souviens, la nuit, parfois, par pleine lune, il y en a qui venaient pour fabriquer leurs briques. Quand j'ai eu mon premier four à briques à faire, je t'assure que le cours de, comment il s'appelait là? Collignon. Le cours de Collignon, je dis, Seigneur, que j'ai loupé ce cours. Mais heureusement, là, il y avait les Noirs. Et c'était moi qui demandais conseil à mon capitaine noir, qui était un bon maçon, et qui dit non, chef, c'est comme ça qu'on doit faire. Pour sauver la face, je disais bien sûr, c'est comme ça. Hein? Nous voudrions un dispensaire. Je dis oui, bien sûr. Vous êtes à 20 km de tous les dispensaires, je comprends très bien, mais si on doit faire ça avec les finances communales, on n'y arrivera pas avant 2 ans, 3 ans d'ici. Mais si chacun des villages se mettait à récolter ces noix, ces noix de palme que vous n'utilisez plus après la cuisson de la moire, pour en extraire le noyau, les noix palmistes, et que tous ces noyaux de noix palmistes, où les femmes et les enfants dans chacun des villages pourraient contribuer à casser et à amener au chef-lieu du secteur, on aurait là une masse de produits que les commerçants pourraient emmener et que le secteur pourrait vendre. Et l'idée avait fait son chemin. L'idée a fait son chemin au point que, 3 mois après le conseil du secteur suivant, les sacs de noix palmistes sont là, amenés au chef-lieu du secteur, n'attendant plus que les commerçants pour les emmener. On a pu vendre ces noix palmistes aux commerçants et avec le produit, on a créé un dispensaire. Il faut savoir que au Congo belge, le service médical était quand même extrêmement étendu. Hein. Il y avait pratiquement un dispensaire dans tous les gros villages. Et l'agent médical suivait la santé de très près. Une fois qu'on avait atteint le grade d'APAP, d'ATAP, d'administrateur territorial principal, on était président du tribunal de territoire. Et là, c'était tous les jeudis. C'était très dur, parce que le matin tôt, on commençait et jusqu'à épuisement de l'agenda, on continuait, parfois jusqu'après le coucher du soleil. Et ça, c'était un spectacle formidable de voir ces Noirs présenter leur cas. Il n'y avait pas d'avocat, hein, il y avait le demandeur, le défendeur, le témoin. Il y avait l'administrateur, son adjoint principal qui était le président, il y avait les assesseurs noirs, et il fallait débrouiller l'affaire, trouver la vérité et confondre les menteurs. J'ai compris que je connaissais suffisamment le Swahili quand je me suis surpris à rougir. C'est-à-dire que dans des litiges civils, quand les Noirs déballaient leurs affaires intimes, c'était dit avec tellement de détails, c'était tellement vivant que, seul blanc dans l'Assemblée, je me voyais rougir. Ce qui me plaisait, surtout dans la justice, c'était le tribunal de territoire où on jugeait avec des assesseurs indigènes. Le travail est extrêmement intéressant parce que là, je croyais avoir, pour mon doctorat, épuisé le droit coutumier, mais je me suis rendu compte qu'au contraire, j'avais encore beaucoup à apprendre. Ce qui m'a amené à décortiquer tous les jugements des juridictions locales, puisque nous avions un droit de revision des jugements locaux.
Et ça, c'était extrêmement intéressant, vraiment. Et il y avait des assesseurs indigènes qui étaient de vieux sages extrêmement malins et qui connaissaient leurs coutumes sur le bout des doigts. Là, ils ont vraiment, je crois, eux aussi appris qu'il ne fallait pas de parti pris, que c'est pas parce que c'était l'oncle ou le frère ou le cousin qui passait au tribunal qu'il fallait lui faire le moindre cadeau. Comme je suis juriste de formation, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ils motivaient leurs jugements. Et ces jugements étaient très très bien motivés, c'était simple, court, bref, et c'était toujours le rappel d'un précepte ou d'un proverbe congolais, d'un proverbe africain. Comme par exemple, quand quelqu'un avait volé, le jugement, le dispositif du jugement, puisqu'il est établi que tu as volé, on te coupera la main. Et puis, donc, tu payeras une caisse de bière à ta victime. Vous voyez, on avait adouci, on avait humanisé le précepte sévère, mais qui était encore formulé tel que tout le monde le connaissait. On attendait très souvent notre arrivée pour nous soumettre des cas litigieux un peu plus difficiles qui n'avaient pas réussi à régler eux-mêmes. Alors commençaient les plaidoiries. Et le plaidoyer d'un Africain, c'est quelque chose de tellement convaincant que, après avoir entendu la partie A, je dis, il a raison. Enfin, par acquis de conscience, je vais tout de même écouter B. L'autre partie parlait, et là, encore une fois, il m'avait totalement convaincu, ce qui fait que je ne savais vraiment pas qui avait raison. Alors je me tournais vers les juges et je dis, qu'est-ce qui vous en semble? Qui a raison, A ou B? Alors il poussait un soupir et il me disait, Buana, vous avez le temps? Il savait que les Européens n'avaient jamais le temps. Toute l'après-midi s'il le faut, et même une partie de la nuit, mais je veux voir clair. Bon, très bien. Alors, on chassait tout le monde du tribunal, il ne restait plus que les juges, et puis on appelait un à un tous les intervenants à la cause. Et je voyais se reconstituer un puzzle de l'affaire. Et finalement, ils étaient heureux quand ils arrivaient à une solution mitoyenne qui permettait aux deux parties de sauver la face et de continuer à vivre ensemble. Et là, j'ai beaucoup appris de la sagesse bantoue qui s'occupait beaucoup plus de réconcilier les parties plutôt que de décider ex cathedra, c'est un tel qui a raison et c'est celui-là qui a tort. Parce que si on appliquait ça à la lettre, celui qui avait tort devait pratiquement quitter le village. On commençait par acter, au nom du Mwami, je jure de dire la vérité. Au nom du Mwami. Le Mwami, c'est le roi du Rwanda, c'était le chef de la structure coutumière. Donc l'administration belge avait repris cette phrase-là, hein, donc intégrant la coutume dans notre action. Je me souviens d'une enquête, quelqu'un, un sous-chef, il s'appelait Ntouro, qui habitait à 15 km, un grand, qui habitait dans sa maison, c'était aussi une hutte en paille. On avait non seulement, pendant la nuit, mis le feu à sa hutte, mais on avait frappé un membre de sa famille et blessé un membre de sa famille. Donc, coups et blessures, la nuit, vol qualifié, ce n'était pas les tribunaux coutumiers qui étaient compétents, c'était même pas le tribunal de police, mais moi, en tant qu'officier judiciaire, je devais faire l'enquête. Alors, j'avais appris, par déjà ma formation pratique sur le terrain et connaissance un peu de la coutume, que celui qui avait utilisé une arme pour blesser quelqu'un, s'il y avait du sang sur cette arme, ne pouvait plus jamais toucher cette arme ou la prendre en main. Et ça, c'était un indice qui m'a permis de conduire cette enquête. J'ai donc saisi toutes les armes, c'est-à-dire les flèches, les arcs, les machettes, les couteaux, qui avaient dans un certain rayon autour de cette maison qui avait brûlé. Je les ai étiquetés, mis un numéro, et je les ai envoyés au laboratoire. Il s'est révélé que sur la machette numéro 23, dont je connaissais le propriétaire, il y avait du sang et du sang humain. J'ai fait venir alors le propriétaire, je l'ai interrogé et j'ai mis devant lui tout ce paquet, il y avait environ 25 à 30 armes, et je lui ai dit, prends-les une par une et montre-les-moi, dis-moi si c'est à toi. Il les a toutes prises, sauf c'est le numéro 23 qu'il a laissé. Alors pour moi, c'était plus qu'un indice, c'était une preuve. En dehors des tribunaux indigènes, il y avait aussi les prisons où les prisonniers pouvaient être sanctionnés de 4 coups de fouet s'ils avaient commis une faute contre le règlement de discipline de la prison.
Et également à la force publique. Les soldats pouvaient être punis de coups de fouet, les simples soldats par les sergents, etc. Cette fameuse chicotte. Hein. La loi prévoyait aussi d'ailleurs, le décret prévoyait qu'il ne pouvait pas, l'infliger aux femmes, on ne pouvait pas l'infliger aux vieillards, et prévoyait aussi que les chefs, donc les tribunaux de chefferie, ne pouvaient prononcer cette peine que si elle était traditionnelle dans la région. Donc, dans les régions où c'était coutumier, on pouvait le faire. Et à ma connaissance, chez le chef Chipama, ce n'est jamais vu ou entendu qu'on infligeait la peine du fouet. Pour montrer que comme prison, c'était vraiment pas tellement sévère. Au fond, beaucoup de gens étaient contents d'être nourris gratuitement, sans devoir travailler. Comme travail, pendant la journée, ils allaient couper de l'herbe dans des petits parcs ou des jardins. Mais un jour, s'est déclaré un incendie à 15 km ou 20 km de Kigali, où j'étais administrateur. Alors je n'ai fait ni une ni deux, j'ai pris un camion que j'ai conduit moi-même et j'ai mis toute la prison, où il y avait 40 prisonniers, je les ai embarqués dans le camion, nous sommes montés au sommet de la colline, chacun a pris une branche d'eucalyptus et a tapoté sur le sol pour éteindre le feu d'incendie. Et je suis revenu et il ne manquait pas un seul prisonnier. Autre spécificité du territoire, le détachement militaire. En fait, nous avions là 37 soldats de la force publique, qu'on appelait en détachement en service territorial, qui avaient comme mission de garder la prison, les prisonniers. Il y en avait dans les postes détachés pour les mêmes fonctions. Et ils étaient là comme force de sécurité s'il y avait eu lieu d'y faire appel, ce qui n'a jamais été le cas. Ça voulait dire rapport, palabres entre les femmes, distribution de vêtements, entraînement de tir une fois tous les 15 jours, enfin, plus tous les problèmes que peut poser un détachement de 37 ans. Le Bas-Congo était une région qui, au niveau de l'évolution vers l'indépendance, était extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que les Bas-Congo étaient très évolués, qu'ils avaient énormément d'écoles supérieures, qu'ils avaient été en contact avec les Européens depuis plusieurs siècles, et qu'ils avaient une très forte conscience de leur authenticité et de leur culture. Les Bas-Congo ont très vite compris qu'on n'allait rien leur accorder, et donc ils ont commencé une période très importante de désobéissance civile. Entre 1958 et 1959, l'indépendance étant fixée au 30 juin, nous nous sommes trouvés dans une situation extrêmement difficile. Mon mari travaillait toujours à ces problèmes de terre et donc à résoudre en appel tous les conflits qu'il y avait. L'année 1960 a été très très dure, jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, vraiment, avec M. Saint-Train, le 30 avril 1960, ils ont décidé, une sorte de coup de force, ils ont décidé de remettre les clés du territoire à des adjoints africains, en disant c'est ça qu'il fallait faire. Et nous étions là en première ligne des difficultés. Ce souci de protection, cet idéal, si vous voulez, mis en pratique, moi, je dois dire que ça m'épanouissait, ça allait tout à fait dans mes cordes. C'est ça, ce sont les souvenirs. Mama,